Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse et Françoise Cowell. Emmanuel Macron annonce son programme aujourd'hui dans une conférence de presse de longue durée, puisqu'elle a commencé il y a déjà 3h30. Ça va prendre beaucoup de temps sur le temps de parole du candidat Macron, puisque c'est diffusé notamment sur certaines chaînes d'infos en continu, c'est logique. Ça évite le débat, ça évite de parler du bilan, ce qui est peut-être tout bénéfice pour lui. D'où la question, Emmanuel Macron pense-t-il avoir déjà gagné? Et vous êtes 86,4% à dire oui. 85,6% pardon, à dire oui. Avec nous, Jean-Christophe Gallien, fondateur de Zénon 7, politologue et spécialiste des campagnes électorales. Jean-Christophe Gallien, bonsoir. Bonsoir Philippe. Certains observateurs disent qu'Emmanuel Macron rêverait d'une réélection par acclamation. Est-ce que c'est pas un peu vrai quelque part ? Je pense que ça grossit le trait, mais on sent bien qu'il y a chez lui une forme de certitude, quelque chose qui vient à la fois d'une préparation, d'une mise en scène qui a été celle qu'il a pu exploiter pendant la période Covid et post-Covid, et puis finalement aussi une forme d'agilité, quelque chose qui est de l'opportunisme, qui s'installe à travers son rôle presque sacré dans la Ve République de chef de guerre, parce qu'il y a un conflit aux portes de l'Europe. Et donc, ce cocktail qui est un petit peu celui qui fabrique aujourd'hui peut-être une euphorie chez lui, on s'en est rendu compte lundi soir dans le show télévisé qui était celui présenté comme un débat pour des candidats qui étaient pourtant en forme de silo, ne se voyant pas, ne se croisant pas. Il s'est présenté comme quelqu'un qui était non seulement le président sortant, mais déjà le président élu. Vous savez, aux États-Unis, il y a un concept de elected president, et Absolument. Quand on a gagné, et donc finalement c'était un peu ça déjà par avance. Et donc vous parliez juste avant la publicité des illusions perdues du Paris Saint-Germain. Oui. On pourrait presque le rapporter, si vous voulez, Monsieur Macron comme une espèce de Paris Saint-Germain allez, on va dire à la 59e minute au stade de Santiago Bernabéu. Il est quasiment certain. Alors après, qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure? Il faut qu'il y ait un adversaire. Aujourd'hui, la force surtout d'Emmanuel Macron, c'est pas tant ni sa certitude, ni un contexte qui le sert. Alors je pense qu'évidemment, et j'en suis certain, il le regrette. Personne ne peut se satisfaire de ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Mais il a surtout, en fait, finalement, des adversaires qui ont accepté, qui pour certains avaient même pas imaginé qu'ils pouvaient se qualifier au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et puis pour d'autres qui y ont cru et qui sont petit à petit effacés. Et donc finalement, on a des gens qui sont dans un espèce de Squid Game qui serait scénarisé par Emmanuel Macron, qui pourrait décider, comme dans le jeu coréen, qui finalement va arriver en finale avec lui, et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est ça qui est le plus désolant, si vous voulez. C'est pas tant la certitude, c'est pas tant la capacité presque cynique d'exploiter la situation chez Emmanuel Macron, ça on peut pas lui en vouloir, quitte à exploiter d'ailleurs tous les registres de la présidence sortante, cette fois-ci, pas la présidence élue, mais la présidence sortante, c'est-à-dire tous les moyens qui sont ceux d'un président en activité, évidemment sur le terrain budgétaire, sur le terrain de la communication, sur le terrain évidemment, on le voit, diplomatique et tout ce que ça peut représenter, mais c'est parce qu'autour de lui, en face de lui, il y a des gens qui sont dans une situation où on peut leur reprocher malgré tout de ne pas créer les situations qui permettraient, comme dans le cas de figure du Real Madrid, de faire une pression comme M. Benzema sur le gardien de but italien et de faire faute peut-être. C'est pas grave, il y a un arbitre qui ne l'a pas vu. Peut-être qu'aussi en termes électoraux, on peut faire faute, on peut aller à l'accident, on peut aller à l'incident, on peut créer des choses positives. Rappelons-nous de M. Hollande qui avait décidé de jeter un gros caillou dans la mare avec le 75% de taxation des plus riches. Et bien ça avait basculé un petit peu, ça avait fait en sorte qu'il y ait une longueur d'onde qui bouscule la certitude de Nicolas Sarkozy à l'époque. Rappelons-nous, il était très sûr de lui. On va donner la parole à Philippe Bilger. Voilà. C'était long, pardon. Je retrouve la finesse de mon ami Jean-Christophe Gallien, mais je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Et donc, je suis inquiet sur ma propre pensée. Mais sérieusement, Dieu sait que je peux critiquer le bilan d'Emmanuel Macron, mais je ne crois pas qu'on puisse le taxer d'intelligence non tactique. Je crois que, bien
Bien au contraire, il est totalement conscient, en dépit de ses intentions de vote qui le placent à 30% actuellement, du risque tout à fait possible de perdre l'élection, non pas par une absence de qualification au premier tour, mais bien sûr par une défaite au second. On peut tout dire de lui, mais je pense qu'il est parfaitement lucide, en dépit de l'apparent gouffre entre lui et ses successeurs dans les intentions de vote, du fait que l'élection n'est pas jouée, n'est pas pliée, parce que sinon il n'aurait pas un certain nombre d'attitudes qui démontrent que il ne prend pas de risques inutiles, il refuse un débat avant le premier tour alors qu'il a une présidence exceptionnelle qui aurait pu imposer le contraire, il fait très attention, il se donne à fond lorsqu'il intervient, donc je crois qu'il est très conscient du fait qu'il est peut-être le favori, mais que rien n'est gagné et que surtout, je suis sûr qu'il ne méprise aucun de ses adversaires. Jean-Christophe Gallien. Écoutez, Philippe, cher Philippe, je pense qu'on pourrait se rejoindre sur l'idée que j'ai essayé de l'exprimer, il a préparé ce terrain. Donc forcément, c'est quelqu'un qui, tactiquement, on le voit bien, on l'a bien vu, a depuis de nombreux mois utilisé tous les leviers de la présidence sortante. Mais vraiment, c'est là où, davantage encore que sur le sens tactique au niveau de la campagne, c'est le sens tactique de l'exploitation, peut-être encore davantage que d'autres n'ont pu le faire auparavant. Et ça c'est un point essentiel. Donc là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que sur le terrain de la campagne, cette euphorie dont je parle, elle vient encore une fois d'un contexte. C'est pas facile de faire le lien entre le fait d'aller régler ou devenir une sorte de gestionnaire délégué des affaires de l'OTAN dans la zone européenne, ce qui est un peu aujourd'hui, dans un contexte où pourtant l'Allemagne, contrairement à ce qu'on dit, ne nous fait pas de cadeaux au sein de l'Union européenne encore il y a quelques jours ou quelques heures. Et donc, c'est pas simple. Face à lui, il y a M. Poutine. Face à lui, et autour de lui, il y a M. Biden et ainsi de suite. Donc, on est dans un contexte où revenir ensuite, même pour l'élection présidentielle qui lui garantirait effectivement 5 ans supplémentaires d'activité, c'est pas simple. Mais l'euphorie, elle vient aussi du fait qu'en face, vous savez, c'est comme quand il disait, rappelez-vous, un certain été, où il y avait eu un monsieur Benalla qui avait commis quelques frasques. Là, c'est moins sportif que ce qui se passait dans la rue. Il avait dit, venez le chercher. Et finalement, il a un peu dit, venez me chercher. Et les autres l'ont même pas entendu, ils viennent pas le chercher. Et c'est là où je vous dis qu'il y a alors peut-être que c'est le piège, peut-être que c'est le risque, Philippe Bilger, que vous avez raison, et que dans ce contexte-là, c'est lui-même qui, à force de vouloir anesthésier tout le monde, il s'anesthésie lui aussi, et que peut-être, effectivement, il y a un risque là-dessus. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, nous sommes quand même à 25 jours, il n'y a pas de sensation qui pourrait être, par exemple, une déclaration des candidats de gauche qui pourraient se dire, écoutez, perdu pour perdu, on se met tous derrière Monsieur Mélenchon et quelque part, on bascule justement non pas en tête du premier tour, mais en tout cas en qualification au deuxième tour. On n'a pas non plus le sentiment qu'il y a quelque part une relation potentielle d'avant premier tour entre M. Zemmour et pour cause. Ils ont abandonné l'idée quasiment de pouvoir l'emporter. Et ils sont dans une idée qui, à mon avis, est trompeuse aujourd'hui pour eux. Alors ça, c'est une autre illusion, c'est une autre euphorie, qu'ils vont recomposer l'espace des droites. Et cet objectif-là, qui est un objectif fictionnel et peut-être chimérique d'ailleurs, on le vérifiera dans les quelques semaines qui viendront, eh bien, rassure aussi Emmanuel Macron, qui se dit finalement, est-ce que j'ai vraiment des combattants dans cette première bataille qui est celle de l'élection présidentielle? Les vraies voix, 18h40, on continue notre débat tout de suite. Emmanuel Macron pense-t-il avoir déjà gagné? Vous êtes 85,8% à dire oui. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse, Françoise Cowell. Notre grand débat, Emmanuel Macron pense-t-il avoir déjà gagné? Et vous êtes 85,8% à dire oui. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Bonsoir Bouchaïd. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et vous pensez qu'il a déjà gagné dans sa tête ou pas, à votre avis, Emmanuel Macron? Oui, moi je crois que bon, il en est sûr et certain. Moi, il me fait penser, ce monsieur le président, parce qu'il est en fonction, à Machiavel. Les machiavéliques sont sournois, trompeurs, méfiants et manipulateurs. Et je pense que ce qu'il comprend pas, effectivement, c'est que là, ce prochain mandat, il est déterminant pour la France.
pour le vivre ensemble. Moi, je viens de Dreux. Hein, j'ai connu la situation de Dreux quand le Front National est arrivé au pouvoir dans cette ville. C'était en 83. En 83, j'en suis parti. Parce qu'effectivement, il y avait des problèmes qui se posaient, bien entendu, l'insécurité, l'immigration et tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Hein, et pour vous, revenons sur Emmanuel Macron. Il a un côté machiavélique et pour vous, il joue sur quoi? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il pense qu'il a déjà gagné en son fort intérieur, comme on dit? Déjà, sa manière de ne pas débattre. Hein, parce que débattre, c'est aussi parler de son bilan, parler avec les Français, droit dans les yeux, et puis et pouvoir élaborer son programme en face à face avec les autres prétendants à la présidence. Quand on débat pas, c'est qu'on se croit au-dessus de tout, quoi. Moi, j'ai l'impression que Bouchaïd, on va faire. Hein. Merci beaucoup à vous. On va faire réagir Jean-Christophe Gallien. Jean-Christophe Gallien, je rappelle que vous êtes fondateur de Zénon 7 et spécialiste des campagnes électorales, politologue. Vous êtes d'accord avec ça, avec ce que dit Bouchaïd? Ça peut lui coûter cher le fait de refuser le débat parce que ça évite qu'on parle de son bilan. Qui a débattu? Ça, j'y crois moins. Vous voyez, c'est quelque chose que je ne sens pas au sens de l'obligation, si vous voulez, réelle. Maintenant, c'est le regret de beaucoup. C'est une vraie question qui traverse, semble-t-il, l'opinion ces derniers jours et ces dernières semaines. Ils s'en détournent, si vous voulez, en esquivant. Ils s'en détournent avec l'idée que le débat en démocratie, comme la racine du mot l'exprime, c'est un débat du candidat avec le peuple et pas avec les autres candidats. Mais maintenant, effectivement, ce qu'il oublie, c'est que le contexte a un peu changé. Et je pense que il faudra voir comment, et pour ça, il faudrait, si vous voulez, pour que ça puisse être valorisé, on va dire, ou en tout cas potentialisé, il faudrait que ça soit valorisé par les candidats en face. C'est-à-dire que je ne le vois ni dans les médias, chez vous, donc dans cette rue médiatique qui est une des dimensions d'une campagne électorale moderne, ni sur le terrain de la rue digitale, qui pour le coup est occupée par, oui, certains candidats d'opposition qui sont plutôt bons, qui sont plutôt agressifs ou positifs selon ce qu'ils font, mais en réalité, ils sont très peu audible, ou en tout cas la performance réelle sur ce terrain du non-débat, la volonté d'esquiver le débat d'Emmanuel Macron, et puis alors sur le terrain physique, la troisième dimension, et tout ça tourne en boucle, évidemment, on voit plus personne. C'est-à-dire que la campagne, vous n'avez plus de petits soldats qui venaient distribuer, interpeller. Alors on parlait des marchés, mais ça peut être un peu partout. Et aujourd'hui, si vous voulez, pour qu'il y ait débat, il faut déjà qu'il y ait débat avec le peuple. Et le point de contact, c'est entre le candidat et ce peuple, le peuple des électeurs, des citoyens. S'il n'y a pas cette animation par les autres, si vous voulez, de ce qui pourrait être effectivement un handicap pour Emmanuel Macron, je refuse le débat, j'esquive le débat. Si les uns et les autres ne stigmatisent pas, on va le dire, de manière assez forte, eh bien, ça reste un objet qui est très théorique. C'est-à-dire, est-ce que ça peut faire pencher une élection? J'en suis pas certain. Merci Jean-Christophe Gallien. Il me semble savoir que vous devez nous laisser. On vous remercie beaucoup. Lydia Guirousse, pour vous, il a déjà gagné dans sa tête? Non, je pense pas. Et d'ailleurs, il l'a dit, il me semble, lors de la réunion qu'il a tenue à son QG, en disant qu'il fallait faire campagne jusqu'au bout et que rien n'était gagné jusqu'au bout. C'est une façon de mobiliser l'ensemble de ses élus, l'ensemble de ses militants. C'est pour ça qu'ils ont lancé une grande campagne de tractage le week-end dernier, où vous aviez tous les militants de La République En Marche qui ont tracté dans tous les marchés, à la sortie des gares, et vous aviez plein de photos, plein d'images. Même des ministres sont déplacés sur les réseaux sociaux, on a pu le voir. Donc il y a des grosses opérations militantes sur le terrain pour aller justement provoquer ce débat avec les Français directement, et c'est l'axe de sa campagne. L'axe de sa campagne, c'est de dire: je débat avec les Français directement, avec les Français, un dialogue avec les Français. Il devait aller à Pau
Oui. il a été à Poissy. Enfin voilà, d'ailleurs on retrouve le avec vous. C'est une façon de dire tous ensemble, unis, etc. Mais c'est aussi le dialogue direct, comme les grands débats qu'il a eu après la crise des Gilets jaunes, qui lui a permis de retisser un lien qui est quand même distendu avec les Français. Donc moi je trouve que ce débat il va avoir lieu directement avec les Français. La campagne militante, elle se fait sur le terrain par les militants. Après la présidentielle, lors des législatives, il y aura aussi une campagne de terrain. Pour ce qu'il en est du débat du premier tour, très honnêtement, moi ça me chagrine pas vraiment que le président ne participe pas à ce débat. Aucun président n'a participé à ce débat avant lui. Nicolas Sarkozy avait envoyé Nathalie Kosciusko-Morizet à l'époque. François Bayrou, bon, il n'était pas président sortant, mais il avait aussi envoyé quelqu'un le représenter. Il me semble que c'est Marielle de Sarnez. Donc on fait une fausse polémique autour de ce sujet, et puis des occasions de débattre et de présenter les programmes, il y en a plein. On sature aussi d'émissions politiques depuis plus d'1 an. Françoise Cowell, il pense qu'il a gagné dans sa tête d'ores et déjà? Ouais, je pense qu'au début, en fait, je pense qu'il se dit que là, il a déjà eu un sacré alignement d'étoiles à la dernière élection. Là, bon, en effet, il y a à nouveau un alignement d'étoiles, même si elles sont pas très joyeuses, ces étoiles. C'est pas l'affaire Fillon qui était plutôt rigolote. Là, on est plutôt sur un truc très dramatique. Donc, en effet, il se dit qu'il y a un deuxième alignement d'étoiles. D'ailleurs, les gens le disent. Ils disent non, mais il a trop de chance, en fait. Bon, mais en effet, c'est malheureusement pas du tout une chance pour les Ukrainiens. Je pense qu'il voulait être presque un candidat citoyen, un peu à la Giscard. Il se retrouve candidat président à la Mitterrand ou à la De Gaulle, quoi. Donc c'est pas vraiment de son fait, c'est l'actualité qui fait ça. C'est ça. Mais alors, je pense qu'il se dit aussi que tout peut arriver, et notamment un emmerdement est vite arrivé, parce que le monde change et le monde change vite. Et donc il pourrait arriver dans ces 25 jours à peu près tout et n'importe quoi. On a souvent dit que s'il y avait des choses terribles, notamment des attentats, ça privilégier les partis d'extrême droite et notamment Marine Le Pen. Évidemment, personne ne peut espérer ça, mais Macron, il a un petit peu peur que ça lui porte malheur d'y croire. Donc, en effet, les militants n'y croient pas, ils restent concentrés. Et là, le grand truc, c'est 1 et 2 et 50 plus. C'est le nouveau slogan des militants. Mais ils veulent 50 plus, mais ils vont aller faire la campagne parce que c'est nécessaire quand même. Et d'après moi, ça fait 24 jours exactement. Merci beaucoup. Verdict sur Twitter. Emmanuel Macron pense-t-il avoir déjà gagné? Vous êtes 85,8% à dire oui. Vous aimez la bande dessinée, Les Vraies Voix? Oui. On adore ça. Eh bien, écoutez, avec Frédéric Bradel, on prend la direction d'Angoulême, c'est bien ça.